Nous sommes à l'été 1963 et le parc Sea Life d'Oahu, à Hawaï, vient de se retrouver dans de beaux draps. Après des semaines de traque, l'équipe a capturé un dauphin mâle exotique au large de la côte ouest d'Hawaï, espérant l'entraîner pour leur spectacle. Mais il n'avait rien fait d'autre que s'entraîner. Presque. Après avoir été placé dans le bassin, le dauphin s'est mis à grogner et à souffler bruyamment par son évent. Il traversait l'eau à toute vitesse, fonçant à plusieurs reprises sur le dresseur, gueule ouverte. Et bien que le personnel ait à peine réussi à échapper aux attaques, seulement 10 jours après son arrivée, les choses allaient prendre une tournure encore plus sombre. La créature agressive a été transférée dans un bassin avec un couple de globicéphales, qu'elle a d'abord harcelé et attaqué à plusieurs reprises. Un matin, l'un des globicéphales a été retrouvé mystérieusement mort. Lorsque son cadavre a été examiné, il s'est avéré que le dauphin enragé avait percuté la tête du globicéphale avec une telle force qu'il lui avait fracturé le crâne, le tuant sur le coup. Quelques jours plus tard, le tueur a été transféré dans un autre bassin, mais cela s'est reproduit. Le dauphin a poursuivi et terrorisé ses compagnons de bassin avec une telle férocité qu'ils se sont tous regroupés près de la porte, essayant désespérément de s'échapper. Ne mesurant guère plus de 2,60 m, cette petite créature lente ne paie pas de mine au premier abord. Mais éloignez-le de son groupe, enfermez-le dans un bassin, et il se transforme en une bête furieuse et imprévisible. Armé de 48 dents acérées comme des lames, capable de transformer n'importe quel espace confiné en un champ de bataille ensanglanté. Littéralement mon pote. Le tueur le moins connu de l'océan, la fausse orque pygmée, Theresa attenuata, plus communément appelée la fausse orque pygmée, parcourt les eaux profondes tropicales et subtropicales du monde, souvent entre 500 et 2000 mètres sous la surface. Présente dans les 3 grands océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, elle habite presque toutes les régions situées entre 40 degrés de latitude nord et 35 degrés de latitude sud, couvrant une vaste étendue de mers chaudes et ouvertes. Malgré son nom, elle n'est pas liée aux orques ni aux baleines, mais fait partie des dauphins océaniques. Elle détient également le titre unique d'être le plus petit cétacé à porter le mot « baleine » dans son nom. Unique dans son genre, cette créature est l'un des dauphins les plus rares et les moins étudiés connus de la science. L'espèce, identifiée en 1827 grâce à un seul crâne, suscita quelques recherches initiales, mais il fallut attendre 47 ans pour en retrouver un autre. Après cela, le faux orque pygmée n'a plus été observé jusqu'en 1952, où des scientifiques ont enfin rencontré un individu vivant au Japon. Et bien qu'il soit mort en captivité peu de temps après, les experts ont pu l'étudier en détail et le classer. Quelques années plus tard, un autre individu a été découvert. Mais tout comme le premier, il n'a pas vécu longtemps non plus. Puis, au début de 1963 au Japon, encore une fois, un groupe de 14 globicéphales nains a été capturé pour étude. Mais encore une fois, ils sont tous morts en 22 jours, subissant de fortes convulsions et coulant la bouche ouverte. C'est alors que les experts ont remarqué un schéma inquiétant. Ces baleines étaient extrêmement vulnérables en captivité. Il n'a pas fallu plus de quelques mois pour se rendre compte qu'elles n'étaient pas seulement vulnérables, mais aussi dangereusement imprévisibles. Le 16 juillet 1963, une équipe de Sea Life Park est tombée sur un groupe d'environ 50 pseudorques et a décidé de capturer un mâle en bonne santé, pour leur spectacle. C'était la 4e fois que quelqu'un voyait des pseudorques vivants et la première fois qu'un groupe aussi important avait été observé. Peu après sa captivité, les dresseurs ont constaté que le dauphin nageait en huit serrés, signe de détresse sévère. Même après avoir mieux mangé en quelques jours, il a plusieurs fois tenté d'attaquer les dresseurs et a fini par tuer le globicéphale dans le même bassin. Et finalement, seulement 20 jours après sa capture, lui aussi est mort d'une infection respiratoire. Sea Life Park est revenu en mer et a capturé 2 autres baleines en 1970 et 1971, mais aucune n'a survécu longtemps. Depuis lors, les experts sont restés en grande partie à distance de ces dauphins imprévisibles, et on en sait encore très peu sur eux. Les seuls jamais amenés en captivité étaient ceux qui avaient été secourus après des échouages, généralement juste pour des soins médicaux, avant d'être relâchés. Le cas le plus récent date de 2015, quand une équipe de l'Institut d'études des mammifères marins a découvert 2 globicéphales nains échoués au large du Mississippi. Faibles et déshydratés, ils survivaient à peine.
L'équipe les a recueillis et soignés pendant près de 10 mois pour les remettre sur pied. Heureusement, grâce aux méthodes modernes, tout s'est bien passé cette fois. Les 2 dauphins, réhabilités et relâchés avec succès, avaient déjà parcouru plus de 320 km en une journée depuis leur site de libération, retrouvant leurs eaux d'origine. Les pseudorques naines ne sont pas adaptées à la vitesse. Elles comptent parmi les dauphins les plus lents et paresseux, se déplaçant à environ 3 km par heure, mais cela peut changer rapidement en cas de danger ou pendant la migration, car on les a déjà vus bondir brusquement vers l'avant, en de courts sprints puissants qui fendent l'eau comme des torpilles. Comme les autres dauphins, ces créatures furtives comptent sur l'écholocation pour chasser et se déplacer. Ils émettent des clics rapides qui rebondissent sur les objets. Ensuite, ils utilisent leur conduit auditif hypersensible pour distinguer le son de leur proie du bruit de fond océanique. En quelques secondes, tout ce processus peut localiser précisément où une proie se cache, même à plusieurs mètres de distance. Après avoir repéré quelque chose, la chasse devient un effort collectif. Ils avancent en groupe coordonné, engloutissant les petites proies ou utilisant leurs dents acérées pour déchiqueter les plus grosses. D'après ce qui a été observé, leur menu comprend toutes sortes de céphalopodes, en particulier des calmars, ainsi que des poissons de petite à moyenne taille et, parfois, d'autres dauphins également. Ils ont également été surpris en train de voler des repas faciles dans les filets de pêche, se nourrissant des petits et gros poissons piégés à portée de vue. Ce raccourci se retourne contre eux, ces dauphins s'en mêlent et deviennent des victimes accidentelles des prises accessoires. Au Sri Lanka, par exemple, des études montrent qu'environ 4% des cétacés capturés accidentellement dans les filets maillants dérivants utilisés par les pêcheries commerciales sont en réalité des pseudorques naines, seuls. Dans certaines régions, où leur zone de chasse chevauche celle des orques, les choses deviennent encore plus dangereuses. Ces chasseurs océaniques plus petits et trapus peuvent rapidement devenir des proies lorsqu'une véritable orque apparaît. En dehors de cela, ils sont aussi des hôtes ambulants pour une variété de vers parasites, comme les cestodes et les nématodes. Une espèce de ténia, Trichonocodyle sexiste testiculae, a été découverte pour la première fois dans le cadavre d'une fausse orque pygmée. Ces parasites peuvent être gravement mortels, et un individu infecté peut parfois transmettre le problème aux autres membres de son groupe, mettant ainsi tout le groupe en danger. Leurs groupes peuvent compter d'une douzaine à près de 50 individus. Et comme les autres cétacés, le lien qu'ils partagent est tout simplement remarquable. Ce sont des groupes soudés, farouchement loyaux, qui restent unis quoi qu'il arrive. Si un seul membre tombe malade ou s'échoue sur la plage, les autres tournent autour, refusant de partir jusqu'à ce que leur compagnon soit secouru ou décède, même si cela signifie mettre leur propre vie en danger. Comme tout le reste chez eux, la reproduction de ces dauphins mystérieux reste en grande partie un jeu de devinettes. Au lieu d'estimer leur maturité par l'âge, les chercheurs se basent sur la taille. Les mâles de plus de 2 mètres sont prêts à s'accoupler, tandis que les femelles atteignent la maturité sexuelle vers 22 mètres. Ce qui est considéré comme juste suffisant pour donner naissance à un seul petit à la fois, généralement pendant les mois chauds de l'été. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté d'estimer les effectifs à travers les océans du monde, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Jusqu'à présent, les eaux tropicales orientales du Pacifique semblent abriter la plus grande population connue, soit environ 38 900 individus, bien que ce chiffre puisse être largement surestimé. Ailleurs, aucun décompte précis n'existe, mais les experts jugent l'espèce en assez bon état pour la classer préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Du moins pour l'instant, au fur et à mesure que la recherche progresse, on peut dire qu'il y a encore énormément de choses que nous ignorons sur ces créatures, et certaines personnes pensent même qu'elles pourraient être plus intelligentes qu'on ne le croit. À propos de ça, je suis tombé sur cette vidéo d'un globicéphale nain dans un bassin qui regarde fixement la caméra. Et honnêtement, vu la façon dont il regarde, je ne sais pas. Ça donne une impression un peu étrange, surtout en sachant qu'il devient une bête vorace en captivité. Alors, qu'en pensez-vous? Juste un moment innocent et attachant de dauphin? Est-ce que je lui accorde trop d'importance? De toute façon, je ne croiserai sûrement pas son regard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.